Dans ce journal, la finale de la 32e Coupe du Faso qui oppose cet après-midi à Bobo Dioulasso le Salitas FC et l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Le président du Faso sera à la tribune pour suivre ce match en direct du stade Wobi. Nous en parlons en début de ce journal. Et puis un drame environnemental qui se joue à Kalsaka après la fermeture de la mine d'or. Le périmètre d'environ une quinzaine de kilomètres exploité n'est pas réhabilité. Conséquence des trous à ciel ouvert et une zone polluée et impropre à l'agriculture et à l'élevage. On fait le constat pour vous dans ce journal. Et puis une rencontre surprise entre les présidents des deux Corées pour parler entre autres sujets des revirements de Donald Trump, mais aussi des rebondissements dans le dossier du nucléaire coréen. Voici pour vous les titres de ce journal, mais nous recevons un invité dans ce Midi Magazine. Il s'agit du docteur Anne Vincent, représentante de l'UNICEF, pour parler de l'hygiène menstruelle. Bonjour donc, bienvenue au Midi Magazine. Un excellent appétit si vous êtes à table. C'est le sport donc qui ouvre ce journal avec la finale de la 32e Coupe du Faso qui se joue ce week-end à Sia. Cet après-midi, le Salitas FC croise la SFB au stade Wobi de Bobo Dioulasso à partir de 16h sous le regard du chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, qui est depuis ce matin dans la capitale économique burkinabé. En image, l'accueil du président du Faso à Bobo Dioulasso avec Karim Ilboudo et Moussa Sanou. C'est aux environs de 11h40 que l'avion du président du Faso a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Bobo Dioulasso. Roch Marc Christian Kaboré est accueilli à sa descente d'avion par des membres du gouvernement et les autorités régionales de Haut-Bassin. Après les honneurs militaires et les salutations avec les différentes couches sociales, le président du Faso est conduit à son pied-à-terre. Il est présent à Bobo Dioulasso dans le cadre de la finale de la 32e édition de la Coupe du Faso, un match de football qui va opposer ce 27 mai au stade Omnisport Général Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso, l'ASFB, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso à Salitas FC, et l'inauguration de la voirie nouvellement réhabilitée dans le centre-ville de Bobo Dioulasso. Et justement, à ce sujet, ce communiqué à l'occasion de la grande finale de la 32e édition de la Coupe du Faso, placé sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le dimanche 27 mai 2018 à 15h30 au stade du général Sangoulé Lamizana à Bobo Dioulasso. Leur limite d'arrivée est fixée à 14h30. Signé le directeur général du protocole d'État. Et nous retrouvons tout de suite Lassina Savadogo depuis Bobo Dioulasso pour nous faire vivre, qui va nous faire vivre tout à l'heure à 16h. Ce rendez-vous donc attendu de tous les Burkinabés, de tout le monde sportif burkinabé. Le rendez-vous de ce week-end qui est donc la grande finale de la 32e Coupe du Faso. Lassina Savadogo, quelle est l'ambiance sur place à quelques heures de ce match? Marguerite Dagno, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue ici dans l'entrée du stade du général Sangoulé Lamizana pour la 32e finale de la Coupe du Faso. Vous l'avez dit, l'ambiance à Bobo Dioulasso, elle est sportive. Hier déjà, il y a eu la finale de la Coupe du Faso Dames remportée par l'Étincelle face à l'Union sportive des forces armées en Dames. Bobo Dioulasso retient son souffle parce qu'une équipe de Bobo joue cette finale. C'est l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso. 11 finales déjà jouées par cette équipe des Buffles de Bobo Dioulasso. 5 remportées dans la dernière en 2004 et la dernière finale jouée c'est en 2015, perdue face à l'Union sportive des forces armées. Bobo Dioulasso, qui a déjà son champion en titre 2018 à travers l'ASFB, veut réussir le double Marguerite Douagneau, gagner déjà le championnat à 2 journées de la fin et remporter la Coupe du Faso. En face, il y a Salitas. C'est une jeune équipe ambitieuse qui est arrivée pour la première fois en première division cette année et pour sa première déjà, elle joue une finale de Coupe du Faso. Et quand on connaît l'insolence de la jeune garde, on peut déjà savoir et imaginer ce que ça peut être tout à l'heure sur le coup de 16h ici, sur cette pelouse du stade du général Sangoulé Lamizana. En tout cas, tout est fin prêt ici pour une finale d'anthologie. Peut-être vous vous posez la question, pourquoi les finales ne se jouent plus le 5 août
Écoutez, c'est pour se conformer au calendrier international. Désormais, les championnats commencent au mois d'août et prennent fin au mois de mai. Il faut se conformer. Voilà pourquoi vous ne verrez plus de finale du Coupe du Faso se jouer le 5 août. On pensera à autre chose donc pour meubler le 5 août. En tout cas, ici, à Bobo-Dioulasso, toute la RTB est mobilisée depuis hier. On a pu vous faire vivre la finale de la Coupe féminine. Vous fera vivre en direct et en clair la finale de la Coupe masculine qui promet, parce que ces deux équipes joueuses, c'est Oscar Barro d'un côté, c'est de l'autre côté Ambas Ouedraogo et toute son équipe. Et bien sûr, je n'oublie pas Yaya, donc l'entraîneur de cette équipe. Nous sommes mobilisés. Le président du Faso, vous l'avez dit, est là. Il sera présent. C'est un honneur fait au football, c'est un honneur fait au sport national. Et il faut saluer cet honneur. On attend maintenant le public. Marguerite Daniel, sous le coup de 14 h, il y aura au programme un saut pareil ici déjà à Bobo-Dioulasso. C'est tout dit que la fédération a mis les petits plats dans les grands pour que cette fête soit inoubliable. Nous sommes prêts. Nous attendons 15 h pour le début du plateau avec Jérôme Tendrebego et 16 h, nous serons en direct pour vous faire vivre les péripéties de cette finale entre l'ASFB et Salita. Ça ressemble à du David contre Goliath, mais attention, il peut y avoir des surprises. Merci Lassina Savadogo. Je rappelle donc que ce match se jouera au stade Sangoulé Lamizana à Bobo-Dioulasso et à partir de 16 h, vous pourrez suivre donc ce match en direct des antennes de la RTB. Nous restons à Bobo-Dioulasso pour d'autres actualités. La foire régionale de l'artisanat tient toutes ses promesses et cela pour la deuxième fois dans la capitale économique du Burkina Faso. Un rendez-vous d'affaires qui donne à voir le potentiel artisanal dans la région des Hauts-Bassins. On suit la clôture de cette deuxième foire avec Sirik Milogo et Moumouni Barou. Ouverte le 23 mai dernier, la deuxième foire régionale de l'artisanat des Hauts-Bassins se termine par cette remise de prix aux meilleurs exposants. Une initiative du projet d'appui à l'artisanat au Burkina qui vise à faire de ce secteur un véritable levier de développement du Burkina. Je suis vraiment fier de ces prix et ça me donne le courage de me doubler d'efforts pour pouvoir travailler plus que ça encore. Cette édition a rempli tous les espoirs qu'on plaçait en elle et je crois que, en tout cas, c'est un bon départ. Ça permet à la population de Bobo-Dioulasso de découvrir les capacités créatrices de ces artisans. Ça permet à l'ensemble du Burkina Faso de pouvoir compter sur cette région pour justement asseoir les bases du développement qui est ancré sur les valeurs et sur le potentiel créatif de ses filles et de ses fils. Venus des provinces de Kénidougou, du Touri et du Oué, les exposants ont fait découvrir leur savoir-faire dans les domaines agroalimentaires, cuir, textile et habillement. Je pense que ce sont des moments qui permettent donc de rendre hommage à nos vaillants artisans et artisans, de valoriser donc la production nationale et de donner l'occasion aux populations de savoir ce que nous produisons afin qu'elles puissent trouver donc les produits pour les consommer. Prestations d'artistes, défilés de mode ont constitué les autres temps forts de cette cérémonie de clôture. Les yeux sont désormais tournés vers 2019 pour la 3e édition. Et le ministre en charge du commerce dans la foulée visite une unité de production de boissons, c'est toujours dans les Hauts-Bassins. Une démarche pour encourager donc le promoteur qui emploie plus de 200 personnes. Le compte-rendu de la visite avec Siriki Milogo et Moumouni Barou toujours. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat est en visite à Tuilim Industrie. Du magasin de stockage à la chambre froide, en passant par le laboratoire de contrôle qualité, le visiteur du jour a pu s'imprégner du fonctionnement de cette unité industrielle qui fait dans la production de jus. Je suis venu, j'ai vu une installation moderne, sophistiquée, qui remplit l'ensemble des conditions pour parler donc en tout cas d'une unité industrielle, je l'ai dit, à la hauteur de ce qu'on doit attendre en termes donc de modernisme. D'une capacité de production de 530 000 bouteilles par jour, cette unité industrielle emploie 200 personnes. La visite du ministre a servi de cadre pour évoquer les perspectives. La principale chose ici, c'est la concurrence des boissons importées. Il faut que le ministre supporte nous ici pour qu'on puisse gagner le marché. Parce que si il y a des employés ici qui travaillent chez nous, on a fait les investissements, on a fait un grand projet ici.
c'est ça la principale chose qu'on a parlé avec le ministre. Nous travaillons aujourd'hui aussi, d'une manière générale, à traquer la fraude. Vous savez très bien qu'il y a 4 jours, nous avons lancé la brigade mobile donc, de contrôle, qui sont des unités qui couvrent l'ensemble donc, du territoire et qui traquent l'ensemble donc, de ce qui est comme contrefaçon. Fonctionnaire depuis 2017, Tuilim Industrie entend contribuer à la réduction du taux de chômage et au-delà, participer au développement du Burkina. La complicité de Mireille Carole Tougouma sur ce reportage. Le ministre en charge de la jeunesse, lui, s'imprègne des préoccupations des jeunes dans le plateau central entre visites et échanges à bâton rompu. Smaïla Ouedraogo félicite et encourage la jeunesse de la région à s'impliquer davantage pour relever le défi du développement du Burkina Faso. Le résumé de la tournée avec Konsoun Koulibaly, Rasmani Zoundi et Bouma Ernest Nebié. Le ministre Smaïla Ouedraogo à la rencontre de la jeunesse du plateau central. De Zorgo à Niou en passant par Moktedo, Zignari et Boussé, il a échangé avec les jeunes sur leurs préoccupations. Des préoccupations récurrentes relatives surtout à la formation professionnelle et au financement de leurs projets. Et selon le ministre Smaïla Ouedraogo, ces préoccupations pourront trouver solution car elles figurent en bonne place dans le PNDS. J'ai tenu à signifier que l'engagement du président du FASO, son excellent Roch-Marc Christian Kaboré, qui s'est traduit au niveau du plan national de développement économique et social, a comme objectif de faire en sorte que dans chacune des 45 provinces du Burkina Faso, il y ait un centre de formation professionnelle. Nous avons commencé donc à les construire. En matière également financière, on a pris donc la résolution de créer le projet d'autonomisation des jeunes et des femmes, doté de plus d'une enveloppe de 16 milliards, donc sur 3 ans. Nous allons essayer donc d'améliorer l'octroi de ces crédits pour faire en sorte que, au lieu que ça soit concentré beaucoup plus à Ouagadougou et à Bobo, que ça soit déconcentré au niveau également des autres provinces. Au cours de son séjour dans le plateau central, il a également visité des associations et des ateliers de jeunes modèles, comme c'est le cas ici à Zorgo, de l'association Béonéré et de Mahadécor, un atelier d'un jeune artiste peintre qui a bénéficié du fonds d'appui à la promotion de l'emploi. Je peux dire que la visite du ministre c'est un sentiment de joie qui m'anime. Je suis très fier. Et je pense que d'autres jeunes aussi vont profiter de ça et mieux se consacrer à leur travail. Il emploie des jeunes, il a des apprentis au niveau de son entreprise. Nous sommes venus donc le féliciter, l'encourager et également le fait d'être allé chez lui. Et vous avez vu toute une grande mobilisation de la jeunesse, c'est de dire à la jeunesse en passant qu'ils sont capables de faire mieux que ce que Mahadécor fait et que le gouvernement est à côté pour encourager toutes les initiatives de jeunes afin que donc, nous puissions avoir beaucoup plus d'entrepreneurs jeunes donc, au niveau du Burkina Faso, parce que nous croyons fortement que c'est le développement du secteur privé qui peut créer de l'emploi. Au terme de sa tournée, le ministre dit avoir beaucoup appris et constaté. Nous avons pu constater qu'il y a des jeunes qui veulent aller de l'avant. Il y en a qui ont pu bénéficier des soutiens donc, du ministère, qui en ont toujours besoin. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu avoir ces soutiens et qui en veulent. Et nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous pourrons accompagner le grand maximum. Et cette tournée à la rencontre de la jeunesse, selon lui, va se poursuivre dans les autres régions de Burkina. Dans l'actualité verte, c'est un drame environnemental qui se joue à Kalsaka, si rien n'est fait. Après la fermeture de la mine d'or, c'est toujours la grande inconnue pour la réhabilitation du périmètre exploité, vaste de plus d'une quinzaine d'hectares, et ce qui constitue aujourd'hui un danger réel pour la population. La pollution menace l'agriculture et l'élevage, et comme la mine qui a fait le bonheur des populations donc est devenu aujourd'hui un cauchemar, et en ce moment les habitants de Kalsaka ne savent plus à quel saint se vouer. On fait le constat pour vous avec Yacouba Gamene et Nyarkiteda. On regrette plus l'installation de la mine. Hier, Eldorado, aujourd'hui Kalsaka Mining est un véritable danger pour la communauté de Kalsaka.
Des trous à ciel ouvert, les uns contenant des eaux, les autres sont sans eau certes, mais aux couleurs multicolores indescriptibles. C'est ce qui a donné de voir sur près de 25 km² dans la commune de Kalsaka, dans la province du Yatenga. Si on se repositionne en 2007-2008, quand la mine venait, la population était très contente d'accueillir une mine industrielle. Mais à la clôture, à la fermeture, les gens, tout le monde regrette que la mine est passée 6. Un regret beaucoup plus ressenti au niveau des propriétaires terriens. Alidou Savatogo est un de leurs. Son regard en dit long. Au départ, quand ils étaient venus, c'est à la préfecture qu'on s'est entendu. Nous avions posé nos conditions et ils ont promis nous payer 210 000 francs par an pendant 7 ans. Qu'ils allaient également réhabiliter le site une fois l'exploitation terminée, en fermant les trous et en plantant des arbres. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La mine nous a plus détruits qu'arrangés. Une condamnation également au sein des producteurs, agriculteurs et éleveurs de la localité ne savent plus à quel sens se vouer. Les terres exploitables sont devenues des trous de 80 à 120 mètres de profondeur. Kalsaka Mining a abandonné les lieux. Ils ne perçoivent plus les 210 000 francs an en échange à leurs terres promis par la mine. Le désarroi est total. Ils ont détruit nos terres et sont partis nous laisser. Ils avaient prévu nous payer pendant 7 ans. Au bout de 5 ans, ils ont cessé. On n'a plus de terre, on n'a pas d'argent. Vous voyez les trous, comment c'est profond. Nos animaux tombent là-bas. Vous voyez également la terre. Ce sont des arbres qui sont enfermés. Ils ont détruit nos terres. Notre avenir, celui de nos enfants et de nos petits-enfants, est également foutu. Ils sont sans lendemain meilleur, s'exclame Amadou Sankara. L'environnement est atteint et sera encore fatal si rien n'est fait. Se convainc Salam Sabatogo, impuissant pour l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-fils. Le regard est désormais tourné vers la municipalité de la localité. Nous le regrettons beaucoup. Parce que la mairie n'a pas les capacités financières, et techniques, les moyens humains pour gérer ces trous. Si c'est à refaire, moi je le referai pas. Sans cahier de charges clair, je ne le referai pas. La commune reste impuissante face à l'exploitation artisanale. Ces 3 trous béants sont la ruée des hommes, des femmes et des enfants à la recherche du métal jaune et non sans conséquences. Toujours est-il que ça contient des produits chimiques, parce qu'on a utilisé des produits chimiques pour dynamiter et atteindre cette profondeur. Je trouve qu'au niveau de la santé, dans 5-6 ans, la population va beaucoup souffrir. Ça, au moins, c'est sûr. Les eaux qui sont là-bas sont des eaux polluées, ça au moins c'est sûr, parce que personne ne nous a donné les résultats, on a demandé, on n'a pas eu. Sur la santé de la population, c'est sûr que c'est en train de prendre un coup. Au niveau de l'élevage, c'est la seule zone de pâture des 8 villages riverains, clôturés, avec des trous. Présentement, il y a des animaux qui passent et qui rentrent. C'est abrévé, mais avec des eaux souillées. Que s'est-il passé? Difficile d'avoir l'autre version. Kalsaka Mining n'y est plus. Impossible d'avoir en image les installations de la mine. Bref, en attendant, il faut voler au secours de Kalsaka. Et le cas Kalsaka pose avec acuité la problématique de la gestion de l'après-mine. Et puis, c'est plutôt une bonne nouvelle qui nous vient du ranch de gibier de Nazenga. De nouvelles infrastructures renforcent la capacité d'accueil et d'hébergement du ranch. C'est plutôt l'écotourisme et le tourisme synergétique qui gagnent dans cette forêt classée qui attire de milliers de visiteurs par an. On voit l'inauguration des infrastructures avec Césaire Carfo et Zalissa Sanfo. Des éléphants, maîtres de la route et qui refusent de céder le passage. Voici l'une des attractions du plus vieux ranch de l'Afrique de l'Ouest, le ranch de gibier de Nazenga au Burkina Faso. Il constitue aussi l'une des attractions des 5000 touristes qui visitent chaque année ce ranch. Et pour rendre le séjour de ces touristes plus agréable à vivre et à compter aussi, le 2e programme national de gestion des terroirs phase 3 sort le grand jeu.
242 millions de francs CFA pour des dortoirs, des appartements et un restaurant-cuisine. Le besoin se faisait sentir qu'il fallait moderniser, qu'il fallait apporter une touche nouvelle pour justement faire en sorte que ce ranch soit exploité de manière optimum. Le PNJT a fait tout l'effort pour faire en sorte que ces infrastructures soient là pour rehausser le niveau de fréquentation touristique dans cette zone. Rehausser le niveau de fréquentation dans cette zone. C'est l'Office national des aires protégées qui devrait se frotter les mains. Des gains qui serviront à mieux préserver la diversité biologique dans cette zone pour des générations futures et de lutter contre la désertification tout en soutenant la croissance économique durable au Faso. La gestion des ressources naturelles également au cœur du forum des maires du corridor forestier de la boucle du Moune. Les responsables des collectivités territoriales veulent des solutions viables donc aux questions environnementales et la rencontre accouche d'engagement de part et d'autre. On voit cela avec Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Yacouba Goro. À travers cette signature, les maires participant au forum sur le corridor forestier de la boucle du Moune s'engagent à préserver la forêt au bord des berges du fleuve Moune. Il a fallu 48 heures d'échange pour que ces maires des communes puissent prendre l'engagement de travailler à la sensibilisation et à la reforestation des terres dégradées sur les berges du fleuve. La gestion nous revient particulièrement parce que c'est nos populations que nous devons sensibiliser, c'est nos populations que nous devons mobiliser pour qu'elles puissent protéger donc ce patrimoine-là qu'est donc le corridor forestier du fleuve Moune. Pour la mise en œuvre des engagements pris, les maires du corridor forestier de la boucle du Moune ont l'accompagnement des autorités et des partenaires financiers. Ils ont pris un engagement et l'engagement, bien sûr, ils ont leur rôle à jouer, le gouvernement également a son rôle à jouer, ainsi également les partenaires pour les accompagner dans la mise en œuvre d'un certain nombre de résolutions. Au niveau du gouvernement, au niveau de mon département, tient en charge bien sûr des questions liées aux zones humides, nous mettrons en œuvre toutes les compétences techniques, mais également la mobilisation des ressources liées au financement des zones humides pour les accompagner dans la mise en œuvre bien sûr de leur engagement. Je voudrais saluer dans cette initiative surtout, c'est la volonté de concilier la conservation avec le bien-être des populations. Donc c'est à la fois d'utiliser ces ressources pour sortir les populations de la pauvreté, mais en faisant en sorte que ce soit fait de façon pérenne. Les 2 jours d'échange ont permis également aux participants et à certains groupements féminins d'exposer des produits agro-silvo-pastoraux. Le projet d'adaptation basé sur l'écosystème, sur les traces de ses réalisations dans la zone humide de confluence Moune-Sourou. Le projet souhaite l'implication des autorités régionales de la boucle du Moune et du centre-ouest pour mener à bien la sensibilisation, pour mieux encadrer les activités d'exploitation des berges des fleuves Moune et Sourou. Le point de la tournée avec Yves Rwamba et Christophe Traoré. Un périmètre maraîcher aménagé d'environ 1 hectare de superficie et 2 autres de plus de 12 hectares au profit des populations de la confluence Moune-Sourou sont à l'actif du projet EBAFEM, adaptation basée sur des écosystèmes de la boucle du Moune. Ces réalisations, loin des berges des 2 fleuves, vont permettre de réduire la pression des producteurs sur ces fleuves et contribuer du même coup à lutter contre l'ensablement. À terme, vraiment, nous comptons avec l'appui, c'est toujours une question de moyens, avec l'appui et le changement de mentalité également. Ce qu'on a fait à Manimaso et un peu dans les autres sites, c'est vraiment des tests. Et si on voit que vraiment on est compris, on va donc demander aux partenaires financiers et le gouvernement même pour nous accompagner, pour qu'on puisse vraiment aller sur d'autres sites pour qu'ils puissent vraiment quitter les berges. Les autorités administratives de la région et les partenaires du projet saluent cette action sur le terrain qui leur a permis de toucher du doigt l'enjeu de l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Le principal enjeu ici, c'est d'abord la survie des populations. Mais cette survie n'est pas possible sans la conservation des ressources. Et la principale ressource ici étant le fleuve Moune. Avec les autorités, nous allons réfléchir
pour voir comment renforcer ce que fait le projet déjà. Ces zones humides devraient être des écosystèmes viables, durablement gérés afin de fournir des biens et services nécessaires pour lutter contre la pauvreté. Nous en venons à la page entretien de notre journal et nous parlons aujourd'hui hygiène menstruelle chez les jeunes filles, je suppose. Bonjour, et pour ça nous recevons le docteur Anne Vincent qui est la représentante de l'UNICEF. Bonjour docteur. Bonjour et merci de me recevoir. Merci à vous de passer sur le plateau de la RTB pour parler de cette problématique, la célébration de la journée mondiale d'hygiène menstruelle, c'est demain, 28 mai. Qu'est-ce qui a concouru à l'organisation de cette journée mondiale? Pourquoi célébrer une journée mondiale d'hygiène menstruelle? Oui, ça fait beaucoup de journées mondiales, vous me direz. Mais il faut penser que plus de 50% de la population du monde, donc près de 4 milliards d'individus, ont eu, auront ou ont leurs règles, les menstrues. Et c'est donc un phénomène, tout ce qu'il y a de plus naturel. Or, malheureusement, pour des raisons sociales et culturelles, pour des raisons diverses, c'est souvent un sujet tabou qui fait que ça peut devenir presque un handicap pour particulièrement les filles et les jeunes filles qui ont leurs règles pour la première fois et qui ne sont pas bien informées sur le sujet. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi les règles? Et quelles sont comment gérer proprement ces règles. Donc c'est pourquoi les Nations Unies ont considéré que, vu que ça touche un nombre extrêmement important de jeunes filles et de femmes de par le monde, il était important d'avoir une journée spéciale pour réfléchir sur cette problématique. En tout cas, on constate que l'éducation sexuelle a toujours été un sujet tabou dans les familles, en Afrique, au Burkina Faso également. Comment est-ce que vous pensez que cette problématique des règles peut être un handicap pour la scolarisation des filles? Écoutez, plusieurs études ont été faites. L'OMS et l'UNICEF ont fait en 2013 une étude sur toute l'Afrique subsaharienne qui a montré qu'une fille sur 10, en moyenne, ne va pas à l'école pendant ces règles. Et si on regarde le Burkina Faso, une autre étude a été faite au Niger et au Burkina Faso en 2013 également. Et là, la situation est encore pire puisque 21% des filles s'absentent de l'école. Et donc, c'est tout un temps scolaire qui est abandonné. Et les raisons en sont diverses. D'abord, les filles ont peur, ont des appréhensions parce qu'elles ne sont pas équipées, entre guillemets, comme il le faudrait, donc elles peuvent tacher leurs vêtements et bien sûr devenir la risée de la classe parce qu'elles peuvent avoir bien sûr des douleurs au bas-ventre, ce qui est tout à fait classique et là encore il n'y a pas les moyens de les aider. Et il faut bien l'avouer, la plupart des écoles manquent des infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement qui permettraient aux filles, aux jeunes filles, de se changer en toute intimité, propreté, dignité. Et 90% des filles dans cette étude faite au Burkina Faso avouent qu'elles ne peuvent pas se changer au moment de leurs règles à l'école. D'où finalement un absentéisme qui petit à petit se transforme en un abandon carrément de la scolarité. C'est un problème récurrent, cette question d'hygiène menstruelle des jeunes filles à l'école. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour améliorer justement la gestion de cette hygiène menstruelle? Alors, l'intérêt que porte le gouvernement et nous-mêmes et les partenaires portent à cette thématique, c'est relativement récente, mais je dois dire que le MENA a mis en place un groupe de travail sur la gestion hygiénique des menstrues, qui est un groupe très fonctionnel et qui regarde cette problématique et essaie de trouver des solutions donc, au niveau de l'école. D'autre part, tout un travail a été fait de communication, de préparation de matériel de communication, de façon à ce que les filles, mais aussi les garçons, sachent ce que sont les menstrues, ce que cela représente dans le cycle de la reproduction et pourquoi c'est quelque chose de tout à fait normal et pourquoi cela ne doit être ni un tabou ni un sujet de handicap pour les jeunes filles qui souhaitent et veulent et que l'on veut nous-mêmes voir scolarisées normalement. Et enfin, est très important également, c'est un projet pilote qui a été commencé par l'UNICEF dans 100 écoles
du Burkina Faso, particulièrement le Sahel, l'Est, les hauts bassins et les cascades, dans lesquelles il y a tout un programme d'information, de communication avec les élèves, mais aussi des matériaux qui sont mis en place au niveau des infirmeries, de façon à ce que les filles puissent bénéficier de serviettes hygiéniques qui sont appropriées et qu'elles n'aient pas de problème pendant la classe. Plus concrètement, docteur, quelles sont les perspectives et les défis à relever réellement pour la promotion de l'hygiène menstruelle? J'ai envie de citer 3 défis principaux. Le principal, c'est il faut parler de ces choses. C'est naturel. Toute fille, à un âge donné, va commencer à avoir ses règles. C'est un phénomène tout à fait naturel et il n'y a vraiment aucune raison d'en faire un tabou. Il n'y a vraiment aucune raison que, à cause de ce tabou, les filles se sentent handicapées. Donc, je crois qu'il faut établir un dialogue autour de cela. Et je crois que c'est particulièrement le rôle des familles. Mais si les familles ne sont pas elles-mêmes bien éduquées pour parler de cela, il est important que les gens du domaine de l'enseignement et tant d'autres puissent vraiment faire cet effort d'information. Le deuxième effort, j'ai parlé de 100 écoles pilotes, mais il y a toute la problématique des jeunes filles qui sont hors de l'école et qui vivent la même chose, puisque ça fait partie de la vie d'une jeune fille et d'une femme que d'avoir ces règles. Et là, effectivement, c'est plus compliqué parce qu'il faut les atteindre. Donc, on essaie de travailler sur une stratégie qui nous permettra également d'atteindre ces filles hors de l'école. Ça peut être une stratégie de pair to pair, comme on dit, c'est-à-dire qu'une fille scolarisée qui a eu toute l'information, qui a eu le matériel adapté en termes de serviettes hygiéniques, puisse parler aux filles de son village, par exemple, qui, elles, ne vont pas à l'école. Enfin, la troisième stratégie, la troisième branche de cette stratégie, c'est qu'il y ait une production locale, nationale, de matériaux, de serviettes hygiéniques réutilisables, lavables, qui permettent donc, sous forme de kit, d'être distribués largement à des prix modiques, de façon à ce que toutes les jeunes filles et les femmes du Burkina Faso puissent s'équiper, de façon à ce qu'elles puissent vivre cet événement mensuel, donc extrêmement important, sans être traumatisées et sans aussi craindre des problèmes d'hygiène et d'infection qui sont toujours possibles si on n'a pas le matériel adéquat pour se protéger. Merci beaucoup, docteur Anne Vincent, d'être venue sur notre plateau pour nous parler de cette question assez délicate d'hygiène menstruelle qui handicape pas mal de jeunes filles pour leur scolarisation. Restez avec nous pour la suite de notre journal. La coordination régionale des organisations de la société civile de la région du Centre-Sud dit merci au gouvernement pour ses actions en faveur du développement. Le meeting de soutien à Manga est suivi pour nous par Roger Bembamba et Nathalie Savadogo Nabaloum. Après les OSC de Bobo-Dioulasso, Banfoura, Dédougou, c'est au tour de celle de la région du Centre-Sud de recevoir une délégation des responsables politiques, notamment celui de la majorité, à travers un meeting. Un meeting selon le coordonnateur des OSC pour témoigner leur reconnaissance à l'exécutif national pour ses actions en faveur du développement, mais aussi leur signifier leur disponibilité à les accompagner dans la mise en œuvre du PNDS. Les gouvernants, eux, décident de construire, mais pour que le travail soit vraiment bien fait, et nous OSC, il faut que nous suivons, il faut que nous veillons vraiment à ce que ces réalisations soient vraiment bien faites. Une occasion pour ces OSC des 13 villages de Manga de dire leurs préoccupations, mais aussi des suggestions pour la bonne gestion de la cité commune. Il y a l'augmentation de l'enveloppe financière pour accompagner les jeunes et les femmes et la construction d'une usine d'égrainage de coton dans la région. Nous les avons sollicités de voir pour que, au niveau du 11 décembre, les ouvrages qui vont être réalisés, que ce soit des ouvrages de qualité. Il y a aussi la question sécuritaire. Nous nous disons que chacun doit s'élever pour être son propre vigile et un vigile pour la nation. Au regard du nombre important de leurs doléances, les populations sont conscientes que le gouvernement à lui seul ne peut venir à bout de leurs préoccupations.
Par conséquent, elle s'engage à œuvrer à ses côtés pour la mise en œuvre réussie du PNDS. Un mot de l'actualité hors de chez nous pour refermer ce journal avec cette rencontre surprise entre les deux dirigeants des deux Corées au menu des échanges. Donc, les rebondissements dans le dossier du nucléaire de la Corée du Nord, le revirement de Donald Trump. Les deux leaders se sont entretenus pendant 2 heures d'horloge. Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid sur la diplomatie internationale. Après avoir annoncé l'annulation du sommet Corée du Nord-États-Unis, le président américain est revenu sur cette annonce ce vendredi, laissant entendre que la rencontre pourrait finalement bien avoir lieu le 12 juin prochain à Singapour. Dès lors, les experts s'interrogent, est-ce l'attitude de Trump qui est complètement volatile ou est-ce la relation Washington-Pyongyang qui change tous les jours ? Le président américain semble en tout cas tenir à un sommet qui l'accrocherait bien à son palmarès. Reste que l'événement qui doit être centré sur la dénucléarisation que Washington veut complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord reste pour l'instant annulé, aux grandes dames de la Corée du Sud qui a jugé cette annulation choquante et profondément regrettable. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale.